Délibéré et conscient de lancer la guerre quand nous pouvions encore négocier la paix, déclaration du chef de l'État français Emmanuel Macron, qui s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine. Il lui a demandé de mettre fin au combat, mais il laisse ouvert le chemin du dialogue avec Moscou. Armel Charrier, merci d'être avec nous. Est-ce que les sanctions prises contre la Russie vont avoir des conséquences pour les Européens? On le disait tout à l'heure. Est-ce que les populations européennes, elles sont prêtes à en payer le prix? Non, je ne pense pas. Mais pour l'instant, elles ne l'ont pas réalisé parce que payer le prix concret pour les Ukrainiens, c'est si vous êtes dans une guerre, vous avez une action de guerre, et donc à un moment donné, on va vous demander un effort. Donc là, peut-être que vous pouvez être conscient de ce qui se passe de l'autre côté, et vous pouvez dans ces cas-là partager la souffrance ou partager la difficulté. Le problème, c'est que les sanctions économiques, leur retentissement, il va avoir lieu avec un peu de décalage. Et ce petit décalage fait que du coup, l'Ukraine sera oubliée. Et donc la seule chose que les gens auront, c'est un problème de portefeuille, avec peut-être un cours du blé plus cher, avec du gaz qui va flamber, avec un prix du baril de pétrole qui est déjà très élevé. Donc on entend par exemple en France beaucoup le prix à la pompe, que ce soit pour le diesel ou pour l'essence, qui a dépassé les 2 euros. Vous voyez, les gens s'en plaignent déjà. Donc c'est là où va être le problème. Au niveau, en plus, au-delà, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits en partenariat avec la Russie. Donc ça va effectivement peser plus lourd. Et puis l'autre chose qu'il va y avoir, c'est que en plus, en ce moment en Europe, on a une notion d'énergie verte qui est mise en place. Et donc on prépare tout ce qui est la décarbonisation pour être dans le plan climat. Simplement, la décarbonisation, aujourd'hui, les énergies alternatives, elles ne fonctionnent pas encore, elles ne sont pas encore rentables. Donc, vous êtes dans une phase de transition. Et cette phase de transition, c'est elle qui fait appel au gaz. C'est pour ça que les Allemands, aujourd'hui, avaient choisi de verdir leur énergie en ne faisant plus de la centrale à charbon ni nucléaire et en disant on va passer par le gaz russe. La même chose en France. Voilà. Qui a été abandonné, finalement. Qui a été abandonné. Donc, on se retrouve effectivement dans des difficultés qui sont en plus des difficultés techniques. Parce que, par exemple, quand l'Allemagne a pris cette décision, elle a aussi abandonné tout un système qui fait que lorsque le gaz est acheminé, c'est un gaz liquéfié d'abord qui passe. Donc après, une fois qu'il revient, vous devez le regazifier. Ça, aujourd'hui, c'est les Russes qui sont en charge de s'occuper de ça. Et les Allemands ne sont plus du tout aptes à le gérer. Nous, on a la capacité de le faire. Aujourd'hui, Total a une usine à Fos qui le fait, mais avec des tuyaux qui sont beaucoup plus petits. Donc en fait, c'est toute une succession d'éléments comme ça qui va perturber les Européens, l'Europe de l'Ouest, et qui potentiellement va affaiblir le portefeuille. Et pourquoi les Européens n'ont pas pris des sanctions, ou les Américains d'ailleurs, des sanctions ad nominem contre Vladimir Poutine? Alors ça, c'est une vraie bonne question. Parce que là, on est sur de la sanction extraordinairement ciblée. Et donc, dans ces cas-là, on peut davantage dire qu'on ne touche pas des entreprises, on ne touche pas la population civile. Et donc, on fait une liste de personnes. Alors, on a eu dans une liste de personnes quelques oligarques, on a le patron du FSB, etc. Pourquoi? Parce qu'on garde effectivement une capacité de négociation. Or, on sait très bien que Vladimir Poutine est très riche, qu'il a des avoirs aussi et que sa famille en a d'autres, etc. On pourrait effectivement aller jusque-là. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un manque de courage politique? Est-ce que c'est une grande difficulté à savoir où sont les avoirs de Poutine? Je doute quand même que tout le monde ignore où sont les avoirs de Vladimir Poutine. On le voit même en partie dans les documents de l'opposant Alexeï Navalny, qui est emprisonné. Est-ce que transformer Vladimir Poutine en paria sur la scène internationale, comme l'a déclaré hier soir le président américain Joe Biden, c'est autre chose qu'une menace verbale? Alors c'est compliqué parce que en fait la notion de paria sur Vladimir Poutine, elle s'explique très bien du côté de l'Occident. Parce qu'on est très choqué de ce qui s'est passé, la façon dont les choses se sont passées et la façon dont il a monté en place cette opération. Mais de l'autre côté, du côté russe, il y a une autre logique. Et il y a une logique qui a toujours été écrite, qui a toujours été expliquée. Et Vladimir Poutine, dans cette logique-là, se trouve être stratège. Sa logique à lui, c'est effectivement qu'il faut qu'il défende son pays, qu'il faut qu'il remonte son armée, qu'il faut effectivement que derrière, il assoie une économie solide. Et donc, il a remonté une armée, effectivement. Il a mis beaucoup d'argent. Et on voit que depuis 2008, l'échec en Géorgie, aujourd'hui, on est passé dans quelque chose de tout à fait différent. On a la même chose sur les sanctions économiques, la dédollarisation.
Donc, il y a une partie de l'opinion qui ne considère pas que Vladimir Poutine aujourd'hui est un paria, qui savent même lire son discours dans des termes qui nous choquent en nous disant non, non, ça c'est l'histoire russe. Je prends un épisode par exemple quand il a traité l'Ukraine par exemple de aujourd'hui nazi ou qu'il a parlé d'un génocide. Nous, évidemment, c'est des mots qui sont totalement abjects et pour ça, effectivement, Vladimir Poutine représente ce qu'on appelle un État paria. Mais des personnes qui sont effectivement dans une lecture de la Russie vont nous dire non, non, le terme génocide est choisi parce qu'il fait écho au terme génocide qui a été utilisé par les Américains quand on parlait de ce que faisaient les Serbes au Kosovo, et qui vont redire non, non, mais la notion de nazi sur l'Ukraine, ça s'inscrit à la fois dans la Seconde Guerre mondiale et ce qui se passait à ce moment-là, puisqu'effectivement, il y a eu quelques figures qui ont épousé le nazisme, et d'autres qui vont rappeler effectivement qu'il y a eu des milices qui portaient l'insigne nazi et qu'on appelait les milices d'Azov, vous voyez. Donc c'est ça la difficulté. On a vu quand même au moment de la révolution de Maïdan. Oui, oui, qu'on a vu présent, absolument. Voilà, absolument. Donc c'est pour ça que ça fait partie des réalités et c'est pour ça que ça fait partie des pragmatismes. Après, je pense que la grande erreur aujourd'hui vis-à-vis de Vladimir Poutine, c'est que ça fait partie exactement comme Erdogan de ces chefs d'État auquel, à un moment donné, l'Occident a apporté un rêve. Et à un moment donné, ils se sont tournés vers l'Europe. Il a essayé, effectivement, d'avoir beaucoup plus de contacts avec nous. Et à ce moment-là, on n'a peut-être pas pris à ce point-là la Russie au sérieux, comme la Turquie d'ailleurs, et que donc du coup, au fur et à mesure des années, c'est pire que, j'allais dire, la haine, c'est qu'en fait, il y a de l'aigreur. Vous savez, quand on est âcre, quand on n'aime plus du tout, quand du coup, il y a du ressenti, et quand on se bâtit différemment, effectivement, on sort de la crise du Covid, on a tous été enfermés pendant un certain temps, donc qu'est-ce qu'on a germé dans nos esprits? On n'en sait strictement rien, mais indiscutablement, Vladimir Poutine aujourd'hui, est vis-à-vis de l'Occident et vis-à-vis des Européens, particulièrement aigre. Il veut prendre une revanche. Oui, Merci beaucoup.